Bonjour Jean Lassalle. Bonjour. Alors, vous êtes député indépendant et dernièrement, début janvier, vous avez participé à un voyage en Syrie avec deux autres de vos collègues, Thierry Mariani et Nicolas Dhuicq. Ce n'est pas la première fois, Jean Lassalle, que vous allez en Syrie. Vous y êtes allé une première fois en novembre 2015, au moment même des attentats du Bataclan. Mais cette fois-là, donc en novembre 2015, vous n'avez pas rencontré le président Assad. Pourquoi? C'est exact. Je n'ai pas rencontré le président Bachar el-Assad parce que c'était convenu. Je n'ai pas rencontré le président Bachar el-Assad, c'était convenu d'entrer. D'abord, je ne savais pas qu'on était susceptible de le rencontrer, mais surtout, je devais rentrer avant les autres parce que je lançais l'Assemblée générale de mon mouvement Marche citoyenne qui est aujourd'hui résistant. Donc je ne pouvais pour rien au monde, donc je l'avais dit aux organisateurs, des chrétiens d'Orient, je ne pouvais pas. D'accord. Donc cette fois-ci, début janvier, vous êtes resté 4 jours en Syrie, dont 2 jours pleins à Alep. C'était début janvier, c'était donc peu de temps après la libération d'Alep. Les journaux ici en France parlaient de la chute d'Alep. Alors pour vous, Jean Lassalle, c'est la libération d'Alep ou la chute d'Alep? Ah, pour moi, c'est la libération d'Alep. Enfin, tout ce que j'ai vu, par dizaines de milliers, venus de toutes parts et de nulle part, couvert de poussière, c'est bon, j'ai vu ça, hélas, d'autres fois dans ma vie, pas beaucoup de fois, mais notamment en Yougoslavie. On voit des hommes, vous voyez des hommes et des femmes qui respiraient de nouveau, à plein poumon. Alors, on me dit, ils peuvent être instrumentalisés. Enfin, pour instrumentaliser des foules pareilles de personnes très âgées, là-bas, de femmes avec des enfants, de personnes de toutes catégories, qui venaient se réapproprier un lieu. Pour les uns, c'était l'église arménienne. Pour les autres, l'église orthodoxe, la mosquée, l'hôpital. On sentait qu'ils avaient besoin de... Alors là, vous parlez de qui, Jean Lassalle? Des réfugiés de Alep-Est qui arrivaient à Alep-Ouest. Vous parlez de quelle partie de la ville? Je parle d'Alep-Est. J'étais à Alep-Est. Et vous m'avez posé la question, je crois, de savoir si j'avais l'impression que c'était une libération. J'avais l'impression que c'était une libération, vraiment. Et j'ai vu ensuite ce que je n'ai jamais vu dans l'Espagne franquiste, que j'ai malheureusement bien connu dans ma vie. Je n'ai jamais vu dans l'ex-Union soviétique, ou même au Chili, de sinistre époque. Je n'ai jamais vu des hommes dans la rue se jeter dans les bras des policiers. Alors, s'il y avait des comédiens, il y en avait vraiment des milliers. C'est une mise en scène hollywoodienne. Mais moi, je n'ai pas vu des hommes et des femmes se lancer aussi spontanément et embrasser ces hommes voilà, qui portaient des armes. Donc, c'est une libération telle que je l'entends. Alors, vous êtes resté 2 jours à Alep, Jean Lassalle. Donc, je suppose que vous avez rencontré un certain nombre de personnalités, de témoins, de gens que vous avez interrogés. Comment procédiez-vous? Vous étiez en groupe avec un interprète ou vous avez agi tout seul pour essayer de vous faire une idée de la situation? Alors, nous étions un groupe avec les chrétiens d'Orient et les autorités syriennes qui veillaient à notre sécurité. Quand vous dites chrétiens d'Orient, il s'agit d'une association, d'une organisation? C'est une association dite des chrétiens d'Orient qui a été créée d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, si mes souvenirs sont bons. Moi, ils m'ont inspiré confiance quand ils m'ont invité la première fois. Je leur ai posé un certain nombre de questions. J'ai vu ce qu'il en était. Il m'était arrivé il y a fort longtemps de me rendre au Liban, il y a une vingtaine d'années, lorsque là aussi les chrétiens avaient été mis en péril. Et à vrai dire, je connaissais aussi la Syrie, puisque je m'y étais rendu en 1994, et précisément à Alep. Et j'avais vu plus de mini-jupes que de femmes enturbanées, enfin vous voyez ce que je veux dire.
c'était en 1994. Vous savez, ça ressemblait à Tunis ou à Paris. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'Alep, quand même, pour moi, ça avait du sens. Et les chrétiens d'Orient. Et puis ensuite, moi, je suis un homme assez libre. C'est-à-dire, on dit qu'on passe plus de temps à chercher la salle, finalement, qu'à parler avec lui. Parce que j'ai besoin de comprendre. J'aime la vie, j'aime les gens. Alors revenons à Alep en janvier 2017. Vous avez rencontré un certain nombre de gens. Est-ce que vous pouvez faire partager aux internautes les informations que vous avez recueillies à ce moment-là, dans ces 2 journées passées à Alep-Est? Très émouvant, vraiment, très émouvant. Un sentiment très partagé, parce qu'il y a quand même du deuil que vous sentez, vous sentez la guerre. Nous étions le premier voyage civil affrété pour aller de Damas à Alep. Et on voyait que la piste n'était pas faite depuis très longtemps. Et on voit bien que vous sentez que vous êtes pris dans un contexte qui est hors du commun. Tout est hors du commun. Alors qui ai-je rencontré? J'ai rencontré une professeure à l'université d'Alep, professeure de français, une femme exceptionnelle. Je ne veux pas la mettre en péril en donnant ses coordonnées, mais je pourrais le faire si vous voulez, parce qu'elle mérite. Cette femme souhaite parler et elle mérite de parler. Professeure de français, et elle m'a dit, je l'enseigne, et beaucoup de Syriens, et ça je l'avais déjà constaté en 1994, parlaient le français. Ça m'avait étonné, mais encore. Et elle me dit, mais c'est pas un problème d'apprendre le français, ils veulent l'apprendre. Ce qui est un problème, c'est de dire que je suis française, parce qu'ils ne comprennent plus notre pays. Ensuite, j'ai rencontré une personne, une dame aussi, une 50aine d'années, qui a monté une organisation non gouvernementale en Irak et qui a créé une série de petits hôpitaux d'urgence. Je n'ai pas été visité, mais elle m'a très bien dit ce qu'il en était. Et elle connaissait, elle aussi, très bien la Syrie et Alep, parce que, en fait, ces 2 femmes qui se connaissent y ont consacré quasiment leur vie. Donc elles sont vraiment de là. Voilà, et elles échangent assez fréquemment. Ensuite, j'ai trouvé un prêtre orthodoxe qui m'a bouleversé aussi, d'ailleurs, qui a bouleversé tout le groupe. Là, celui-là, les 2 femmes, je les ai rencontrées, j'ai plus passé de temps, peut-être, que l'ensemble du groupe, qui les a peut-être un peu plus simplement côtoyés, je dirais. Moi, ça m'intéressait parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de fort dans ce. Alors, qu'est-ce qu'elles vous ont confié de particulier, ces 2 femmes? Ah, elles m'ont dit que, selon elles, toutes les informations qui parvenaient en France étaient des informations arrangées et montées. Et elles m'ont expliqué qu'elles voyaient fréquemment remettre des téléphones à des enfants pour qu'ils téléphonent et les personnes leur disaient ce qu'on devait dire au téléphone. Quelles personnes? Avec des personnes qu'elle n'identifiait pas, mais certainement pas. C'était des personnes pour dire qu'ils étaient bombardés, ce qui était vrai. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Parce que, vu l'état de la ville, il y en avait eu des bombardements. Mais selon elle, c'était une information totalement biaisée. Voilà. Alors, d'ailleurs, la question pour elle n'était pas tellement le sort, si je puis dire, de Bachar el-Assad. Pour elle, ce qui était absolument important, c'était de mettre un terme à cette barbarie que vous avez connue pendant des années à Alep-Est notamment, parce que donc ces 2 femmes ont vécu à Alep-Est. Ah oui, et l'une y enseigne, elle y est tous les jours. Donc une barbarie plutôt d'Al-Qaïda, vous voyez, Al-Nosra, je crois qu'on appelle. L'État islamique est moins présent dans cet endroit-là, mais Al-Qaïda, oui. Et
naturel. Bon, mais c'était heureusement qu'on avait que quelqu'un s'était enfin décidé à mettre un fin à cette tragédie, à ce drame. Et bon, c'était l'armée syrienne, et bien pas mieux. Et les Russes, mais elles vous ont un peu plus décrit quelle était la vie lorsque Alep-Est était tenue par les islamistes. C'était une peur paralysante à tout moment, une terreur qui règne. Lorsque un pouvoir tyrannique est au pouvoir et qu'il a la capacité d'intercepter n'importe qui, d'arrêter n'importe qui, mais elles vous le diront. Elles vous le diront facilement, je pense, comme me l'ont dit à moi. Et que là, elle revivait, elle retrouvait. Et alors, ce qui m'a marqué aussi, c'est la rencontre avec le maire d'Alep. Parce que j'avais vu sur les plateaux de télévision quelqu'un qu'on m'avait décrit comme le maire d'Alep-Est, donc je voulais voir ce qu'il en était. Et voilà qu'on me présente le maire. Je dis, mais alors comment ça se fait ici? Il y a deux maires. D'habitude, dans ma commune, je suis tout seul quand même. Il me dit, non mais c'est le vrai maire. Je dis, mais voyons, ça, qui le prouve? Mais son élection. Je dis, mais vous avez été élu? Oui, j'ai été élu. Il a été élu il y a 4 ou 5 ans, démocratiquement, mais pas par l'Est ou par l'Ouest. Il a été élu maire d'Alep. Voilà. Et j'ai connu tout ceci. Donc je l'ai interrogé et lui aussi m'a confirmé qu'effectivement ça avait beaucoup tapé sur Alep-Est, mais parce que c'était là que se trouvaient les terroristes, avec des armements les plus sophistiqués. Et il a même ajouté, parce que j'avais une certaine idée, il m'avait dit j'espère que vous ne ferez pas la provenance des armes ultra sophistiqués qu'emploient ces terroristes, qui sont les mêmes qui viennent au Bataclan, chez nous, voilà, chez vous. Et la provenance des armes, vous avez une idée, vous, Jean Lassalle? Écoutez, je ne suis pas juge, comme j'ai dit, je suis député, je ne peux pas... Non, mais il suffira d'avoir des informations. Oui, moi je sais simplement le nombre, à peu près les quantités d'armes qui ont été vendues par la France, à la Syrie d'abord, jusqu'en 2011, l'année d'avant. Il me semble qu'on avait reçu d'ailleurs le président avec éclat au défilé du 14 juillet. Et on a pris la vente quelques temps, suspendu. Regardez de près, parce qu'on avait fermé l'ambassade et les consulats en 2011 sous l'autorité d'Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères. Mais j'ai vu les ventes d'armes en direction de l'Arabie Saoudite, j'ai vu les ventes d'armes en direction du Qatar, et que je sache, pour autant qu'on puisse savoir, dans un conflit aussi difficile, où il y a un fait religieux très fort, les sunnites, les chiites, avec en plus la particularité syrienne, mais moi j'ai vu ces ventes d'armes. Et en fait, c'est ces ventes d'armes qui m'ont interpellé. Et lorsqu'on regarde ces ventes d'armes, on est obligé, même si on n'est pas un grand chercheur, de s'interroger. Et moi je pense, et je crains, je le dis aujourd'hui, je crains que si Bachar al-Assad va, et s'il a commis les crimes dont il est accusé, je souhaite de tout cœur qu'il y aille. Je crains qu'il ne soit accompagné par de hauts responsables français. Jean Lassalle, revenons à vos rencontres à Alep. Vous parliez d'un prêtre orthodoxe tout à l'heure. Oui, et il nous a émus, touchés au plus profond, en nous montrant son église, pauvre homme. C'est vrai qu'il n'en restait pas grand-chose, mais en nous parlant du traitement qu'il avait subi durant toute la période qu'il définissait comme la période d'occupation. Un prêtre. Enfin, il voyait dans l'action divine sa survie. Il ne trouvait pas d'autres explications pour qu'il ait pu échapper au traitement qu'il avait connu
et que certains autres fidèles avaient connu. Et d'autres, pas forcément des prêtres, mais nous avons été associés au Noël arménien, où nous avons vu des milliers de personnes dans une petite église miraculeusement sauvées. On aurait dit que c'était Pâques, mais à un grand cru de Pâques à Rome. Vous savez, avec des millions de personnes. Là, il n'y en avait pas des millions, il y avait des dizaines de milliers. Du bonheur à l'intérieur de l'église, c'était incroyable. Mais alors dehors, c'était la fête. Et on devait savoir, parce qu'on nous avait fait un petit couloir pour nous faire sortir. Et les gens se précipitaient sur nous. Et ils disaient, mais dites à votre pays, c'est pas comme ça que ça se passe. Nous sommes libérés. Nous avons été libérés, nous l'avons coûté très cher. Nous avons été bombardés, c'est vrai. Mais nous avons été libérés. Ils reculent. Les criminels reculent. Alors Jean Lassalle, ce prêtre vous a confié les traitements dont il avait été victime de la part des terroristes ainsi qu'un certain nombre de... Oui, mais il n'a pas, c'est pas étendu, il n'avait pas besoin de s'étendre. Et si vous le voyez, vous n'aurez pas besoin de... manifestement, ce n'était pas des traitements de charme ni de beauté. Alors, vous évoquiez les bombardements, enfin les témoins que vous avez rencontrés évoquaient les bombardements. Il en a beaucoup été fait état ici dans les médias français. On parlait de bombardements russes et syriens de la population civile, comme si l'armée de l'air russe et l'armée de l'air syrienne avaient pour objectif de bombarder la population. Et on a parlé de bombardement des hôpitaux. Est-ce que vous avez un peu enquêté sur la question là-bas? Alors, le bombardement, quand il y a une guerre, hélas, et que c'est une guerre où on met autant de moyens dans un combat à la vie à la mort, je pense que ça a dû bombarder drôlement pour voir l'état dans lequel se trouvent des parties de la ville, pas toute la ville, il faut préciser. Quelle partie de la ville? Mais vous ne pouvez pas dire la partie est. Hein. Mais à l'intérieur de la partie est, vous avez des pâtés de maisons mais très considérables qui sont entièrement détruits. À côté, vous en avez presque pas eu grand-chose, vous savez, c'est assez étonnant. Donc, que la population ait subi, et que la population civile ait subi les effets du bombardement, mais enfin, c'est comme, je pense, à Londres, lorsque ça tapait dur, ou à Dresde, lorsque ça tapait dur, tout le monde reçoit. Dresde, c'était des bombardements de terreur. Et les hôpitaux, Jean Lassalle? Oui. Non, mais c'était pour, je sais bien, mais c'était pour comparer, pour dire que la population civile était touchée partout. Mais là, il faudra regarder, mais ce n'était pas dans le but d'attenter à la population. Et ça, tout le monde le disait. Et je n'ai pas entendu quelqu'un dire qu'il avait eu le sentiment qu'on voulait les détruire. Vous comprenez ça? Qu'on voulait les détruire. Ce que j'ai entendu dans d'autres lieux. Ils assimilaient ça à la nécessaire libération d'Alep. Alors, les hôpitaux, oui. Les hôpitaux, il y en avait un qui avait vraiment, je ne me souviens plus lequel, il y a un hôpital public, il y a 2 hôpitaux privés, je crois. Je pense que c'était l'hôpital public qui avait morflé, mais enfin qui continuait à soigner quand même, et qui n'était pas dans l'état où j'ai trouvé par exemple l'église orthodoxe, où là il restait pas, ou même la mosquée. Là on n'aurait pas pu soigner, là il ne restait plus rien. Enfin, si, quelques murs. Alors, au moment où vous étiez à Alep, les opérations d'évacuation des terroristes d'Alep-Est qui s'étaient rendus et de leurs familles étaient pratiquement achevées, ou vous avez encore vu des évacuations de terroristes en provenance d'Alep-Est lorsque vous y étiez? Moi, je n'ai rien vu de ça. Je n'ai pas vu si vous voulez, je n'ai pas vu de transfert mais j'imagine que on n'allait peut-être pas le faire devant nous, si ça avait dû se faire. Moi, mais je ne peux pas dire, je n'ai pas vu. Ça a dû se faire les jours précédents. Donc cette fois, Jean Lassalle, vous avez rencontré le président Assad lorsque vous êtes rentré d'Alep avec vos collègues Mariani et Duic. Quelle impression vous a faite le président Assad? Écoutez, d'abord,
l'entrée en matière, bon, je veux bien croire que tout ça peut-être été soigné. Enfin, je ne me vois pas rentrer à l'Élysée, je connais l'Élysée, j'y étais, je me suis rendu sous l'hiver président. Là, nous sommes arrivés, c'était ouvert. Il n'y avait pas, bien sûr il y avait des agents, mais et nous sommes rentrés par la porte. Même moi je disais, mais c'est le palais présidentiel dans lequel on rentre. Oui, oui, c'est le palais. Et nous avions fait quand même 80 mètres dans la rue, sortant de nos voitures du parking pour nous rendre. Nous sommes rentrés, nous avons monté les escaliers, nous sommes rentrés, nous sommes arrivés dans un vestibule, et puis une dame est venue en disant le président vous accueille, le président vous reçoit. Voilà. Et on s'est retrouvés en 5 minutes, mais vraiment, je n'avais pas du tout l'impression d'être dans un endroit, enfin, moi je devrais dire forcené, et j'en ai vu quelques heures, vous savez, de barricadés. Voilà. Alors ensuite, j'ai trouvé le président, et ça c'est quelque chose que vous voyez, voilà. Après, j'ai trouvé un homme très investi, je l'ai senti très investi de sa responsabilité. Je l'ai trouvé plutôt serein, très maître de lui, vous voyez, il n'y avait pas d'excitation. Voilà, il nous a invités à nous asseoir, il nous a fait un préambule pour nous dire donc, sur Alep, ils étaient sur le point d'en finir. Il nous a fait part de son inquiétude sur une autre ville qui avait été libérée, dont le nom m'échappe, et qui était sur le point peut-être d'être reprise. Palmyre. Palmyre, voilà. Il nous a fait part de son inquiétude là-dessus. Et ensuite, il nous a dit, je sais ce que vous pensez, je ne peux pas vous apporter de grandes informations, si ce n'est que je sais que vous avez été frappé chez vous, mais vous avez été, et je compatis totalement, mais le maximum de force que vous avez frappé, c'est une dizaine, peut-être, à la fois. Nous nous sommes trouvés avec plus de 500 impacts d'un seul coup sur l'ensemble du territoire syrien, à un moment donné. Vous imaginez, c'est une armée de conscription chez nous, je ne savais pas. Moi, c'est que j'étais que ça, je n'avais pas fait attention. Mais ça change la relation aussi à la population, hein, c'est pas pareil. Hein. Et nous avons fait face. Et il y a eu 4 ans extrêmement difficiles, puis les Russes sont arrivés l'an dernier. Il est évident que la plupart de l'aviation russe nous a exposé tout cela. Voilà, après nous avons posé une question. Moi je lui ai dit, écoutez, monsieur le président, je vais vous poser une question, mais je voudrais que le traducteur comprenne bien. Parce que là oui, au départ, comme mes 2 collègues parlaient anglais, et comprenaient l'anglais, il était question que ça se fasse en anglais. Moi j'ai dit, si ça ne vous dérange pas, je ne manie pas suffisamment l'anglais, moi je préférerais vraiment en français, si c'est possible. Il a dit, aucun problème. Voilà. J'ai dit, écoutez, monsieur le président, j'ai une question très lourde pour moi à vous poser. Et je vous dis, j'observerai le moindre plissement de vos yeux, le moindre mouvement de vos cils, lorsque vous me répondrez, j'observerai tout. C'est pour moi, mais j'ai besoin de vous voir. Comme un homme regarde un homme dans un moment où il a besoin de se faire une opinion. Voilà. Vous avez gazé massivement votre population. Comment avez-vous pu faire une chose pareille? Qu'est-ce qui vous a conduit à le faire? Et si vous ne l'avez pas fait, comment pouvez-vous justifier que vous ne l'ayez pas fait? Puisque manifestement, tout vous accuse. Alors, il a dit, je pourrais vous répondre que, il m'a répondu un quart d'heure, donc je ne vais pas vous faire un quart d'heure. Il dit en gros, je pourrais vous dire que je ne l'ai pas fait parce que je suis un humaniste, mais vous ne croiriez certainement rien de mon humanisme. Mais je vous dis, puisque vous me posez
aussi franchement la question et que vous m'observez, je vous dis. Ensuite, est-ce que vous croyez qu'un homme pourrait se maintenir au pouvoir et obtenir les sacrifices que j'ai obtenus d'une armée de conscription pendant 5 ans, c'est pas 4 ans, c'est 5 ans, tout seul, tourmenté de toutes parts, aucun appui extérieur. Et les appuis que j'avais, notamment les Turcs, c'était plutôt des appuis pour me faire chuter, il a été très franc là-dessus, que pour m'aider. Ce n'est que lorsque les Russes sont arrivés que là j'ai eu un bol d'air. Et puis il me dit, écoutez, vous vérifierez. Mais il y avait une mission de l'OTAN à cette époque-là. Si vraiment j'avais dû faire ce forfait, j'aurais peut-être pu attendre que la mission de l'OTAN soit terminée. Vérifier les dates. Pour le reste, je ne pourrai jamais apporter des preuves pour vous convaincre, parce que la seule chose, c'est observer autour de vous. Et puis, regardons l'avenir de la Syrie. Et je pense que si on m'impute, si ce qu'on dit sur moi est vrai, j'aurais même pas besoin d'aller à la Cour européenne. Je n'aurais même pas besoin d'aller à la Cour devant la Cour des droits de l'homme. Je pense que les tribunaux syriens suffiront largement pour établir les faits, je le pense. Voilà. Alors, moi, je n'ai pas ensuite à apporter de jugement. Là-dessus, je ne sais pas suffisamment. Par contre, ce que je veux dire, c'est que je me souviens très bien de toute cette période qui a précédé, et notamment du printemps arabe, qui s'est enclenché, et qui était pour moi une bonne nouvelle. C'est parti de Tunis, puis ça a marché, et moi c'était l'époque où je faisais le Tour de France. Et vous savez qu'en fait le Tour de France, vous en rencontrez du monde, et notamment dans les banlieues. Et à 3 h du matin, j'en ai rencontré beaucoup, dans des endroits où vous n'avez pas beaucoup de gens qui veulent vous suivre à cette heure-là, les banlieues les plus chaudes. Mais vous trouvez de tout, mais vous trouvez aussi des gens qui connaissent. Et déjà à l'époque, et je l'ai dit au président de la République, m'ont dit leur haine de la France, de notre civilisation, leur désir de se venger, parce qu'ils auraient voulu être dans leur pays. Ils estiment que c'est parce qu'on a déplacé leurs parents pour les faire travailler ici, ou leurs grands-parents, qu'eux ne se reconnaissent en rien. Et j'ai entendu déjà à l'époque, que de toute façon, ce printemps arabe n'irait pas loin parce qu'il y avait des gens qui s'occupaient d'eux et qui allaient les encadrer. Bon, moi je ne voyais pas suffisamment de... Puis j'ai très vite compris que l'encadrement effectivement s'opérait et que c'était Daesh, à l'époque c'était Daesh qui était au commandement, les a immédiatement infiltrés. Et on a très vite vu en Tunisie, on a très vite vu ensuite l'Irak et l'Égypte. On a bien installé un frère musulman. Voilà, et regardez, même un frère musulman a été mis à la tête de l'Égypte. Non pas que l'ancien président soit certainement un homme qui les mains très propres. Enfin, l'Égypte, ce grand pays, non, ce que je veux dire, c'est que je me demande maintenant, et je l'ai dit l'autre soir dans une émission où on m'a honteusement tronqué, la télévision publique française, France 2, je ne pourrais plus regarder France 2, s'ils ne font pas au moins des excuses, je ne pourrai plus jamais, et je les déclarerai devant tous les médias, et tous les médias du monde, la télévision publique française. La télévision publique française, c'est de la merde. Et je le dirai partout, parce que quand j'ai vu l'émission, plus de 50 minutes enregistrées chez Ruquier, je suis passé 35 minutes, on m'a tronqué 4 points essentiels de mon raisonnement. Et on m'a fait passer pour un branquignol pour me casser. Je sais que ça fait partie du jeu,
Mais où est la démocratie? Qu'on arrête de dire qu'on est le pays des droits de l'homme et du citoyen et de la liberté d'expression. Il n'y en a plus. Nous sommes tous soumis au système brutal, qui est un système de financiarisation et de matérialisme qui détruit l'homme. Et je veux dire là-dessus que j'ai été amené à me poser des questions. Au fond, je m'étais déjà interrogé, j'étais très jeune, par Nasser et son idée de nationalisme arabe. C'était un laïc. Mais au fond, Saddam Hussein se réclamait, et d'ailleurs Chevènement, souvenez-vous, a été à l'époque, s'est rendu à l'époque. Et puis Kadhafi qui était tout sauf un ange, mais tous ces chefs d'État qu'on a, après les avoir reçus triomphalement à Paris, mais est-ce que nous ne sommes pas pour quelque chose dans leur chute? Et aujourd'hui, qu'avons-nous mis à la place? Ou qui s'est mis à la place? Et est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ceux qui se sont mis à la place et ceux qui viennent nous égorger chez nous? C'est la raison pour laquelle, dans cette campagne, j'appelle de tous mes voeux, de toutes mes forces, à ce que chaque candidat de toutes les sensibilités dise ce qu'il sait sur cette question, qui est une question essentielle. Parce que ce qui compte pour la France, ce n'est pas uniquement de vendre, et surtout pas de vendre des armes. La France doit reconstruire une grande diplomatie. La France doit retrouver ses frères. La France doit retrouver la paix. La France doit être facilitatrice dans un grand projet de paix. Et la France a son rôle à jouer dans ce Moyen-Orient et ce Proche-Orient, aujourd'hui dévasté. Parce que je crois que depuis l'intervention américaine, dans laquelle, par bonheur, nous n'avons pas participé, là ça a été une vision heureuse de Jacques Chirac et de très beaux discours de Villepin. Je suis président des populations des montagnes du monde, donc je peux vous dire que j'en ai vu des peuples. Tous m'ont dit, ce jour-là, on a retrouvé la France. La France qui donne confiance, la France qui inspire, la France que nous reconnaissons comme ayant un caractère universaliste par sa langue, par son indépendance d'esprit. Vous avez été minable à certains moments, c'est vrai, vous avez fait du mal, mais quand même, votre capacité à faire monter le peuple en civilisation et à l'éloigner de l'animalité d'où nous venons est quand même remarquable. Et ce jour-là, nous avons fait la queue devant vos ambassades, dans lesquelles il n'y a plus personne aujourd'hui, parce qu'elles n'intéressent plus personne. Et d'ailleurs, vous les fermez dès qu'il y a le premier danger. Si vous aviez des doutes aussi graves sur Bachar el-Assad, pourquoi n'avez-vous pas laissé votre ambassade ouverte pour au moins recueillir ceux qui étaient les plus menacés par le régime? Alors encore une fois, je ne suis pas juge, mais je suis député et je m'honore d'essayer de m'acquitter de la tâche que m'ont confiée les Français. Et je me dis que il y a eu beaucoup de bons sentiments et que la révolution et le printemps arabe étaient une très belle inspiration. Mais, hélas, nous n'avons pas été vigilants, nous n'avons pas vu les fauves qui étaient emplis dans l'ombre, avec des armements qui dépassent toute imagination, et hélas parmi eux, beaucoup d'armements venus de notre pays. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas continuer sur cet équivoque. Et il faut savoir ce qu'il en est. La confiance de la France là-bas est nulle. Mais ce n'est pas qu'en Syrie. C'est tous ces pays-là qui n'ont plus confiance en nous. Et moi j'ai un grand projet pour la France que je veux adosser à l'Afrique. Parce que c'est la relation Est-Ouest, c'est la Méditerranée, cette terre-mère qui est notre mère. Et c'est autour de cela qu'on rebâtira la paix. Je retirerai les armes et les armées. J'engagerai un processus. Le processus est trop compliqué, c'est technocratique. Un mouvement diplomatique sans précédent. Nous devons retrouver des ambassadeurs fiers d'être ambassadeurs de France. Alors là, vous parlez de votre programme présidentiel concernant vos propositions en politique extérieure, Jean Lassalle. Oui. Continuez. Monsieur, comme je peux en parler nulle part, que je suis invité nulle part, et quand je suis invité, je suis littéralement assassiné,
Donc il faut bien que je le fasse, et surtout par la télévision publique nationale, payée par les impôts ça vraiment, j'aurais du mal à regarder France 2, je vous le dis franchement. J'aurais du mal à me dire qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Hein. Oui. Poursuivez sur vos propositions en matière de politique extérieure. Vous parliez de la diplomatie, du renouvellement du corps diplomatique. Ah oui, la diplomatie française est reconnue, si on regarde, je ne suis pas un historien, ni n'ai pas suffisamment de culture, ni de littérature, mais enfin, le peu que j'en ai me laisse à penser qu'effectivement, tout comme nos amis anglais, notre diplomatie, qui n'était pas du tout orientée de la même manière, mais a été une très grande diplomatie. Or, aujourd'hui, nous n'en avons plus. Et ça, tous les ambassadeurs en position, et en particulier leurs femmes ou leurs maris, parce qu'il y en a très peu, mais qui sont des ambassadrices, m'ont dit, mais nous n'avons vraiment plus du tout le sentiment que nous faisons partie du projet de la France. Le 14 juillet, nous avons ce projet en matière de politique extérieure. Quel est le vôtre, Jean Lassalle, et particulièrement, quel est votre projet pour le Moyen-Orient et pour la Syrie particulièrement, pour boucler notre sujet? Alors pour boucler le sujet, moi je retire les armes des armées de l'ensemble de toute cette zone. Et ça je peux le faire, puisqu'elles y ont été engagées sans que le peuple soit consulté. Mais il ne suffira pas de retirer les armes pour régler la situation là-bas. Attendez, je vais vous dire. Je veux d'ailleurs vous dire autre chose, c'est qu'à l'époque, quand je faisais le Tour de France en 2013, j'étais troublé, moi, par ce printemps arabe. J'aurais voulu qu'il réussisse. Et je savais quand même que c'était des dictateurs. Ils n'étaient pas liés enfin, moins liés à la religion, tout est relatif, qui se disaient plutôt laïques, mais c'était des dictateurs. Et mes doutes ont été tellement grands à propos du gaz que je me suis rendu à l'Assemblée nationale. Tout début septembre, j'ai arrêté la marche pour aller voter l'intervention de la France en Syrie, que nous devions faire avec les Américains. J'ai été voté pour. Donc c'est dire qu'à cette époque-là, je n'étais pas dans le même état d'esprit qu'aujourd'hui. Et les doutes très forts que j'avais à cette époque-là sur Bachar el-Assad, c'était quasiment une réalité. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est, parce que j'y étais pas. Mais une chose est certaine, c'est que j'ai beaucoup de doutes sur la politique que nous avons conduite, et c'est pour ça que je veux en changer. C'est-à-dire que nous devons d'abord essayer de retrouver notre place. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de confiance à gagner de nouveau. Et pour ce faire, il va falloir se faire petit, peut-être pas forcément demander les grands chantiers de reconstruction, parce que ceux-là, ils vont être déjà pris par les Russes, vous pensez bien, les Chinois déjà qui sont prêts, mais peut-être pour construire des écoles, pour être modeste, aider peut-être à reconstruire des églises ou des mosquées, et puis surtout engager un grand projet de formation pour la jeunesse. C'est exactement ce que je veux faire pour la France, sur le style, même si ça paraît vieillot, de Grévy et de Ferry. Mais en respectant ces hommes, en respectant ces pays. La Syrie est un des plus vieux pays du monde, des siècles avant Jésus-Christ. En respectant ce qu'ils sont, on doit pouvoir aider à les former. Parce que la meilleure manière de se sortir des barbaries, c'est d'apprendre. Et la France doit devenir le pays qui apprend à nouveau, librement, et qui prépare la paix. Merci Jean Lassalle, merci pour cette excellente interview. Merci à vous parce que vous êtes un intervieweur remarquable et vous au moins, vous faites honneur à ces outils d'information et de communication. Merci Jean Lassalle.